Sécure, épisode spécial. Je suis avec Nicolas. Salut, Comment Nicolas. comment vas-tu? Ça va très, très bien. Nicolas, Je suis comment ça va, content de te voir. En plus, on se voit à Québec cette semaine, ce qui est, Oui. Ouais, en plus, dans un lieu très spécial pour enregistrer. C'est tout à fait exceptionnel. c'est exact. C'est mon nouveau condo que j'ai acheté avec ma conjointe ici à Québec. C'est le fun parce que ça nous permet d'avoir un petit pied à terre. Puis on va pouvoir se voir plus souvent pour enregistrer les podcasts. Quand on est les deux à Québec. Quand on est les deux à Québec. Ça peut être difficile à... C'est l'autre difficulté. Ça peut être à m'intéresser, puis moi-même, je ne peux pas tant à Québec. Oui, c'est ça. Moi, je voyage gros, mais tu voyages pas mal. Là. Oui, c'est temps-ci beaucoup. Ouais, c'est ça. Mais bref, commençons puis justement en parlant de voyage, parce que la dernière fois, on s'était laissé en parlant de Sens, que tu allais en prendre justement à Paris pour aller parler de ce cloud souverain-là. Donc, Palo Alto était présent à l'événement en question. Oui. Et je vais te laisser en parler parce que tu faisais des hypothèses à l'époque. Maintenant, je vais voir l'autre côté de l'histoire. Tu sais, moi, j'étais un outsider en allant là-bas. On m'a demandé d'aller là-bas pour parler un peu de qu'est-ce que Palo Alto fait dans un contexte de cloud souverain, ce qui pourrait d'emblée paraître drôle de dire on a une compagnie américaine qui se mêle de la souveraineté. Moi, mon hypothèse, c'était que ça allait pas nécessairement être si facile que ça pour une compagnie américaine d'avoir un bout dans un organisme souverain, et j'avais complètement tort. J'étais dans le champ. On a eu j'ai réalisé que la souveraineté par rapport aux entreprises américaines, c'est pas du tout ce que je m'attendais. C'est un peu ça, je vais vouloir qu'on creuse un peu aujourd'hui. Oui, c'est très intéressant parce qu'on s'est quand même préparé avant de commencer à parler là. Puis c'est un peu le regard, justement, comme tu dis, d'un outsider qui arrive pour la première fois dans un contexte européen, comment la souveraineté numérique se vit. Et surtout, comment elle se vit ici en opposition à comment elle se vit là-bas. Elle n'est pas de la même façon, pas les mêmes raisons. Et pas la même origine aussi de la pulsion vers la souveraineté. Là. Moi, bien honnêtement, je m'attendais à me faire accueillir avec un truc et un fanal. Là, c'est une brique et un fanal. Une brique et un fanal. Je m'attendais à ça. C'est pas du tout ça qui est arrivé. Tu sais, Palo Alto, on avait un des plus gros kiosques de la conférence Sens qui était à Paris à la mi-février. J'en ai profité pour sortir ma femme à Paris pour la Saint-Valentin, ce qui était un bon coup. Là. J'ai eu beaucoup de air lousse. Mais bref, c'était à la mi-février. Moi, j'arrivais là-bas en me disant, bon, qu'est-ce qui va se passer? Puis honnêtement, je le savais pas. Tu sais, la souveraineté, on en parle ici, on entend parler. Les gens, on en chiale beaucoup collectivement. Au Québec, on a notre... c'est particulier. C'est particulier. Mais je connaissais pas. Ce que je savais pas à quoi m'attendre. Là, j'arrive là-bas. Écoute, rempli. Là. Il y avait au-dessus de 2000 personnes enregistrées au sommet de Sens. Il faut se remettre dans du point de vue que leur cloud souverain a été certifié en décembre. Tu sais, c'est récent, là. On est en février. C'est 3 mois plus tard. Puis c'est des milliers de personnes qui attendent, qui assistent à ça. Fait que, il y avait énormément, puis il y avait beaucoup plus de gens que ce que je pensais. Fait que ça, c'est mon premier constat. Mon deuxième constat, c'est j'ai écouté le keynote. Puis le keynote, j'ai appris c'était quoi savais-tu, c'est quoi une ETI? Non, c'est un des acronymes que je ne connais pas. Ouais, c'est ça. Fait que dans le keynote, à un moment donné, on ne parlait que des ETI, les ETI, les ETI. Puis à un moment donné, je me retourne vers mon collègue de Palo Alto qui est de l'équipe France. Puis ça, c'était drôle parce que je dis, non, là, c'est quoi une ETI? Puis là, il me dit, c'est une entreprise de taille intermédiaire. Je suis comme, une PME. Fait que bref, la barrière de langue était drôle. Ou des acronymes, il y en a beaucoup comme ça. Ils ont des OVI, c'est ça, OIV. C'est des organismes d'importance vitale. Puis ainsi de suite. Fait qu'ils ont beaucoup de coloration comme ça qui est par rapport à culturellement qui est différent de ce qu'on a ici. Là. C'est ça. Oui. C'était-tu ETI ou OTI? OTI, je pense. En tout cas, bref. L'autre chose que j'ai constaté pendant le keynote, c'est la souveraineté était diamétralement opposée au message qu'on entend ici dans les pubs et les médias. C'était surprenant de voir à quel point il n'y avait aucun... c'était pas anti-américain du tout. Ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié parce que
je crois pas que c'est un problème de nationalité, la souveraineté. Donc, ça, j'ai vraiment apprécié que dans les keynotes, il ne diabolisait pas du tout les entreprises américaines. Au contraire, le message qu'il y avait, c'était la souveraineté, c'est une question de confiance d'abord, puis de contrôle en deuxième. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que, tu sais, ultimement, si tu veux pas te mettre dans une situation où ce que tu dois choisir entre l'innovation que beaucoup d'entreprises américaines apportent en cyber, puis ta souveraineté. Si tu mets ça en opposition, ben, ultimement, les méchants, les hackers, peu importe où est-ce qu'ils sont, eux, ils vont utiliser les plus récents outils. Ils vont utiliser les hype. Ils vont utiliser Mythos. Ils vont utiliser des outils. Fait que si tu dis, ah ben moi, je suis très heureux d'être souverain et je suis, je suis souverain, mais au détriment de ton innovation, d'avoir les meilleurs outils pour te protéger, tu ne veux pas te mettre dans cette situation-là. Fait que j'ai trouvé ça très intéressant que dans le keynote, il ne disait pas du tout, ah, nous voulons être indépendants. Non, c'est pas ça du tout. C'était vraiment. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir confiance en premier. C'est d'avoir confiance que la technologie qu'on utilise, elle est bonne pour nous, puis elle nous priorise, puis elle nous donne le contrôle. Oui, puis c'est intéressant. Ce discours-là a évolué. Les Français, notamment, en parlent de 10, 15, 20 ans de souveraineté. Ils sont habitués. C'est pas nouveau. Donc, ils ont acquis une forme de maturité par rapport à ça. Puis, clairement, ça transcende dans la façon que tu l'as vécu pour l'avoir vu plus au 2021, 2022, par exemple. Le discours était beaucoup plus fermé, était plus sur l'isolationnisme. C'est ça. Merci. Qu'il est maintenant. Puis je l'ai vu la progression en 2021 et 2026. Puis là, on est plus dans la collaboration. Puis moi, à l'époque, ce qui me chatouillait dans la façon que j'entendais, c'est oui, mais dans l'univers numérique dans lequel on est, la collaboration, elle est fondamentale à ce qu'on obtient. Elle est fondamentale à l'évolution, à l'innovation. Et donc, comment tu es capable d'être souverain, de collaborer? Puis c'était ma grande question en 2021-2022. C'est avéré avec le temps à se répondre par elle-même. Puis clairement, les penseurs européens sont arrivés à exactement ce que tu mentionnes, c'est qu'on n'est pas fermé à l'usage des technologies autres, mais on veut les contrôler. Oui, exactement. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Puis là, maintenant, c'est comment est-ce que Palo Alto, on se positionne dans cet écosystème-là. Bon, c'est certain que les requis de la certification Secnum Cloud, ben, c'est pas quelque chose. C'est principalement Secnum Cloud pour l'être. Tu dois être opéré, tu dois être une compagnie française. Donc, Palo Alto ne pourra pas, sans faire quelque chose un peu comme ça, en ce fait, ne pourra pas être compliant à ça. Est-ce que ça veut dire que nos clients ne pourraient pas utiliser une technologie? Ben non. Là, c'est ça qui est intéressant. Fait que, dans la première vague de déploiement, nous, on va vraiment focusser sur tout ce qui est VM-based. Donc, c'est ultimement les produits qui sont que le client télécharge de son portail de support, puis c'est une machine virtuelle qui roule dans son infrastructure souveraine. Puis à l'intérieur de ça, ben, il y a certains services qui, elles, ont recours à l'extérieur. Donc, là, ça va rester au client de déterminer est-ce qu'il utilise ces services-là, à quel. Ça revient comme une installation sur site, mais oui, sauf que le site est un cloud dit souverain. Donc, c'est un peu dans le même esprit où quelconque client européen à l'heure actuelle, on soit sur site des installations des produits de Palo Alto. Mais c'est juste la bascule, c'est que maintenant le contenant est souverain, donc de façon perçue ou de façon légale, il est perçu comme étant comme si c'était chez eux-ish. Non, c'est ça. Puis, si tu remontes il n'y a pas si longtemps, il y avait certaines infrastructures. J'ai eu un dossier il y a une couple d'années dans le monde de l'énergie. C'est des infrastructures critiques qui avaient ce problème-là avant le cloud. Où est-ce que on va déployer dans des substations électriques, par exemple, des pare-feux. Ben là, ça te prend une console de gestion. Ces pare-feux-là vont être complètement offline parce que tu ne veux pas les exposer à l'Internet. Donc, tu vas avoir une stratégie de segmentation. Donc, ton système va être complètement autonome.
Il n'y en aura pas de SaaS dans ça. C'est 100% opéré on-premise sous ton contrôle. C'est pas très différent ce qu'on a besoin de faire ou ce qu'un client de Palo qui voudrait rouler sur Sens ferait. Il prendrait notre console de gestion Panorama sous forme de VM, donc il ne prendrait pas l'option SaaS qui est SCM, Strata Cloud Manager. Il prendrait plutôt la version VM base. Il prendrait des VM Firewall. Il prendrait des VM pour le AI Runtime s'il veut protéger ses inférences localement dans un cloud souverain. Essentiellement, il y a le contrôle. Ça revient à ça. Puis si jamais il y avait un apocalypse puis que l'Internet cassait ou que les services américains étaient soudainement plus disponibles, ben, ça continuerait de fonctionner. Comme c'est le cas pour n'importe quelle infrastructure critique. C'est intéressant. Puis dans ce que tu mentionnes, il y a un angle que je trouve important de mentionner. Puis c'est pour ça aussi c'est de l'infrastructure, puis c'est pas du SaaS. Mais comme vos produits sont faits, ne sont pas comme pris dans un pain, fait que tu n'es pas obligé d'avoir la console cloud, tu peux avoir la console localement. Ce qui est de moins en moins courant, je dois dire, c'est plus difficile d'avoir des consoles locales maintenant. Parce que quasi toutes les consoles sont maintenant rendues en cloud, d'avoir cette capacité-là, donc de pouvoir devenir essentiellement opérer dans un système souverain plus facilement. Non, c'est ça. Là, la stratégie à savoir comment le volet, le portfolio SaaS de Palo va évoluer là-dedans, ça, je ne le sais pas honnêtement. On n'est pas rendu là. Moi, dans mon quotidien, mon objectif numéro 1 en ce moment, c'est des clients qui veulent adopter le cloud souverain français de Sens, ben, ils vont avoir besoin de rouler nos firewalls dans un contexte où est-ce que. Il faut que tu te rappelles aussi, ce n'est pas tous les produits de Google qui sont disponibles sur Sens aujourd'hui. Donc, c'est un subset. Il y a des fonctionnalités qui s'en viennent, il y a des fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles. Donc, comment on fait pour se partir? Nous autres, la base, ça va être vraiment ça. Là. Ça va être de dire, bon, mais si tu utilises nos pare-feux on-premise aujourd'hui, puis là, tu te démarres sur Sens, mais là, il y a peut-être certains produits cloud native de Sens qui vont arriver juste l'année prochaine en sécurité. Donc, on fait quoi en attendant? Donc, c'est là qu'on est capable d'insérer notre techno. Fait que ça, je trouvais ça très, très, très porteur. La discussion que j'ai eue avec des clients, j'ai parlé avec des tonnes de clients pendant la conférence, puis c'était vraiment pas comme ce que je croyais. Moi, je m'attendais, comme je t'ai dit, faire accueillir avec une brique fin fanale et ce n'est pas arrivé. C'était somme toute très positif. Les clients étaient très curieux de savoir comment ils étaient capables d'utiliser notre technologie sans violer ces règles de souveraineté-là, ces principes. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. De ces discussions-là que tu as eues avec les clients et de l'ouverture qui est là, de toute façon, vous autres, vous ne les opérez pas. C'est eux qui l'utilisent, qui sont dans un cloud qui est opéré par des Européens pour respecter les règles en ce sens-là. Et finalement, le client finit par opérer son petit bidule à lui. Oui. Et donc, il est entièrement autonome par rapport à ce que c'est. Là. Non, c'est ça. Ce qui m'a aussi intéressé pendant la conférence, c'était vraiment les use cases. D'emblée, mon hypothèse avant d'y arriver, c'était que je parlerais à des Français. Donc, des Français qui que leur organisation doit se conformer à Secnum Cloud. Et à ma grande surprise, il y avait beaucoup de non-Français à la conférence. Il y avait beaucoup de personnes du reste de l'Union européenne qui venaient d'autres pays puis qui voient en sens un premier pas vers le cloud, un peu comme on le faisait il y a plusieurs années, où est-ce que les sites de disaster recovery, on avait notre infrastructure on-premise parce que on n'avait pas encore fini de déprécier notre matériel, parce qu'on avait investi, puis c'est encore là pour 2-3 années pour plein de raisons contractuelles et technologiques, mais on avait besoin de faire un DR. Là, ce que j'ai réalisé en parlant des clients là-bas, c'est qu'il y a beaucoup des clients de Sens qui l'adoptent, mais en dehors de la France. Donc ça, parce que ça reste une offre européenne, somme toute, c'est ce qui se rapproche le plus de la plus haute certification que tu pourrais retrouver pour le cloud souverain. Donc, si tu es une compagnie en Suisse ou en Italie, tu te cherches un DR, d'adopter Sens, ça fait du sens, parce que là, tu règles d'emblée toute la question de souveraineté. Ou du moins la question de souveraineté non américaine, traditionnelle, comme on peut l'avoir. Mais ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, mon autre constat, c'est que ça transcende un peu la frontière française.
Ouais, c'est intéressant parce qu'il y a eu énormément de discussions sur la souveraineté européenne versus la souveraineté française dans l'équation. C'est le fun de voir que ça transcende plus largement que ça, parce que du moins en expérience terrain versus en discours de salon, parce qu'en termes de discours de salon, il y a beaucoup d'autres choses qui se disent, puis là, ils parlent oui, mais c'est pas totalement si Google arrête de donner bon, ou pas loi, l'occurrence, ou peu Peu importe. importe, ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment dans des contextes comme ça, théoriques, et on a peur de tout quand dans les faits, on voit, en tout cas, ce que tu relates, c'est sur le terrain, les gens sont beaucoup plus pragmatiques, Oui, qui veulent arriver au plus proche possible en ayant dans les mains la meilleure technologie possible, là. exact. Ce que j'ai aussi constaté, c'est le discours, c'est pas un tout ou rien par rapport à la souveraineté. C'est vraiment comme un des exemples que je me suis fait donner, une des analogies, c'est comme un oignon. Il y a certaines couches de ton infrastructure, de tes données, qui vont être beaucoup plus propices à aller vers un offre comme Sens Premiance, donc qui est pleinement Secnum Cloud et compagnie, qui respecte tous les principes, mais qui vient aussi avec un premium. Tu sais, il y a un coût à avoir ça. Tu sais, une compagnie comme Google, Amazon ou les autres cloud providers, eux autres, ils ont un coût d'échelle mondial qui est optimisé parce qu'ils ont des gens de partout sur la Terre, ils amortissent leurs coûts, puis sont capables d'être très, très efficients. Un cloud souverain, par définition, ne peut pas avoir cette économie d'échelle-là. Donc, sera nécessairement un petit peu plus dispendieux. Puis là, je ne sais pas de combien, mais tu sais, c'est un peu, ça va avec. Donc, il y a un premium à payer. Est-ce que tu es obligé de prendre 100% de tes workloads puis le mettre dans ce contexte-là ou tu es capable d'avoir d'autres alternatives? Puis, tu sais, là, je pense surtout à Cryptance, là, l'autre offre. Puis, il y a d'autres équivalents un peu. Il y a des équivalents chez Microsoft, il y a des équivalents chez AWS. Ou est-ce que, ah ben, non, ce n'est pas une compagnie indépendante française certifiée Secnum Cloud, mais ton objectif de souveraineté, il est atteint un peu différemment. Puis tu n'es pas obligé de l'appliquer à tout. Tu pourrais dire, ah ben, il y a certaines parties de ma business que elle, je vais la mettre Secnum Cloud. Il y a d'autres parties que, parce que je n'ai pas tant besoin de Secnum Cloud, mais j'aimerais aspirer à régler les mêmes problématiques, c'est-à-dire, ah ben, je veux garder le contrôle sur la résidence des données, je veux garder le contrôle sur l'encryption, donc je veux posséder ça. Ben, peut-être que ça, tu vas le mettre dans une autre infrastructure qui ne sera pas aussi au niveau du coût et au niveau de la disponibilité, parce que la Prémiance n'a pas toutes les fonctionnalités avancées qu'on retrouve sur un cloud traditionnel. Donc, tu sais, c'est vraiment de trouver cette balance-là. Puis ça, j'ai trouvé que le discours est puis très bien réparti. Ce n'est pas un tout ou rien. Tu es souverain ou tu ne l'es pas. C'est pas du tout ça. C'est vraiment, ben, quel est ton workload que tu veux? C'est quoi la nature de la donnée? Si tu n'es pas assujetti du tout, pourquoi est-ce que tu irais payer le premium pour l'envoyer sur cette infrastructure-là? Envoie-le sur une infrastructure parce que là, tu vas mettre des contrôles qui vont le rendre de confiance, mais ça ne sera pas une infrastructure 100% française. Oui, ben c'est ça, c'est pas 100% des données qui ont le besoin de ça, soit par, comme tu le mentionnais, par législation, c'est-à-dire qu'il y a il y a des lois des fois qui obligent la localisation des données et Ouais, la ouais. propriété. Ça, c'est un volet. Puis dans ces contextes-là, ben, là, t'es contraint, donc tu vas aller dans ce sens-là, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont d'une faible sensibilité et qui n'ont pas de contraintes légales. Donc, pourquoi on s'embarrasserait d'avoir de payer 10, 15, 20% de plus sur le prix qu'on peut avoir pour beaucoup moins cher, donc pour être beaucoup plus efficient comme C'est ça. entreprise et de pouvoir compétitionner avec les compagnies de classe mondiale. On vient classe mondiale aussi. Les Américains ont l'avantage qu'eux, on ne se soucie pas de cette situation-là. Jusqu'à un certain point, parce qu'ils ont eux aussi des clouds souverains aux États-Unis. Puis ça, on en parle peu, mais il y a tout un cloud, je crois, c'est chez AWS, je pense, ou Azure aussi, puis qui est entièrement séparé des infrastructures principales de Microsoft ou d'AWS en l'occurrence, qui sont opérés à côté, mais il y a un coût aussi associé à Oui. ça. Puis le FedRAMP est un peu l'équivalent du Second Oh Cloud oui, qu'on cela aussi. retrouve. Donc, c'est pas nouveau, mais là, c'est intéressant de voir cette compagnie de répliquer ça un peu partout à travers le monde aussi, là. Clairement. Clairement. Fait bref, si je résume un peu ma semaine avec Sens, mon premier point, c'est le discours. C'est pas ce que je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose de très, très rigide. Ce n'est pas le cas. Fait que ça, c'est la première chose. Deuxièmement, j'ai trouvé que le use case transcendait la frontière de la France. Puis après ça,
la nuance dans le discours aussi, qui était très, très par cas d'usage, qui appliquait les principes de souveraineté, mais pas de façon uniforme, pas de façon unilatérale, parce que c'est comme ça ou c'est rien. Et ça on l'entend beaucoup là, dans les médias au Québec. Ça, on entend beaucoup, là, on veut être souverain. C'est très. Il n'y a pas cette. Puis j'ai trouvé qu'il n'y a pas encore cette nuance-là ici. Puis je souhaite qu'on en parle un petit peu plus ici. Puis j'ai trouvé que c'était un petit peu plus mature de l'autre côté de l'océan. Oui, puis j'aime beaucoup ton point de vue parce que tu es nouveau dans ce contexte-là. Fait que justement, ton regard est différent. Ici, on est encore un peu trop dans l'émotion. Peut-être que le choc est encore un peu trop proche de nous, donc on réagit de façon comme ça. Mais comme je le mentionnais, les discours français que j'avais il y a 5 ou 10 ans étaient beaucoup plus... ça ressemble un peu plus à ce qu'on avait présentement ici. Et ils ont laissé le temps et le rationnel reprendre la place et justement, comme tu le relates très bien d'ailleurs, d'être capable d'être nuancé dans la façon d'aborder la souveraineté numérique et donc d'utiliser le bon outil pour arriver au bon résultat au meilleur coût possible là, par rapport à ça. Fait que, moi, c'est un sujet pour les prochains 2-3 ans, c'est un sujet que je vais garder l'œil dessus parce que peu importe ce que Palo Alto fait aujourd'hui avec Sens, devinez quoi, il y en a d'autres qui arrivent. Dans ceux qui ont été annoncés pour Secnum Cloud dans les prochains mois, il y a Bleu qui s'en vient avec la technologie d'Azure. Il y a un équivalent Delos qui va arriver avec Azure aussi, mais en Allemagne. Donc, il y a on va voir ces petits clouds souverains popper un peu partout. Ça va être très intéressant de voir ça se développer. On fera assurément un autre podcast sur assurément, parce qu'on passe d'un univers hyper centralisé dans les grands clouds à un environnement théoriquement un peu plus décentralisé dans des plus petits clouds ou des copies des plus petits clouds des grands clouds un peu partout. Mais ça va être super intéressant de ce qui s'en vient devant nous. Je pense que malgré lui, il a créé une espèce d'intérêt à ce sujet-là. Puis je pense que ça va ramener beaucoup d'innovation dans les prochaines années. Puis ça va être très porteur. Fait que that's it. Écoute, ça m'a fait plaisir de te parler de ça, de faire un suivi sur le dernier podcast qu'on a fait ensemble. On fait des suivis. Faut pas oublier. Très important. Cool. Plus. Et merci.